de Région de France à Marseille, il y a un appel qui a été lancé par l'Association des départements de France, Région de France et les maires de France. Ces collectivités, ces présidents de collectivités ont décidé, sous la bannière de Territoire Uni, de lancer cet appel pour le respect des libertés locales et ont décidé de lancer les assises de la liberté locale. Donc, il a été proposé de les lancer en Martinique, de vous présenter en fait les tenants et les aboutissants de ces assises. Et cet exercice sera présenté par les présidents ici présents de Région de France. Donc, je passe la parole au président Alfred Marie-Jeanne pour un mot d'introduction. Monsieur Bonté est là. Est-ce que Monsieur Bonté est là? Hein? Ah, ok. Non, je te cherchais, tu n'avais pas fait ça. La liberté locale, certains en parlent à tort et à travers, en se renvoyant la balle à la manière des joueurs de ping-pong. La défense de la liberté n'est pas un jeu, c'est une obligation. Les assises étant organisées par Région de France, Département de France et l'Association des maires de France, j'invite M. Maurice Bonté, maire de la ville d'Ajoupa-Bouillon et président de l'Association des maires de Martinique, à nous rejoindre. Collègues présidents de Région de France, merci d'avoir répondu favorablement à ma proposition d'organiser un conseil des régions de France en Martinique. L'opportunité nous est donnée de débattre de sujets qui nous occupent et nous préoccupent à la fois. Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les élus et représentants d'organismes divers, Mesdames et Messieurs, en Outre-mer, parler de décentralisation et de plus de responsabilité, c'est se faire taxer immédiatement d'ennemis de la France par certains. Quel paradoxe! Car ce sont les mêmes qui sont les plus virulents à l'égard de la France. Or, chacun sait que la marche logique de l'évolution de tout système ne peut se concevoir sans pouvoir supplémentaire. La responsabilité va de pair avec l'émancipation de l'être humain. Partout en France continentale, ça grogne, ça peste et ça pète contre la remise en cause par l'État des prérogatives des collectivités. Il ne s'agit pas d'un comportement béat à la manière de mouton de Panurge, mais bien d'une démarche de survie. C'est dans cette perspective que j'ai accepté de lancer les assises des libertés locales
Initiative émanant de Territoires Unis, je n'ai pas dit États-Unis, Territoires Unis. Association regroupant Région de France, l'Association des départements de France et l'Assemblée de maires de France. Tout parti politique confondu, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Pourquoi? Pour prouver que parler de décentralisation n'est ni tabou, ni honni, et que tout territoire a le droit d'évoluer à son rythme et à son gré. Les thèmes que Territoires Unis a choisis pour faire émerger des propositions à soumettre à l'État sont les suivants. Comment repenser la relation entre l'État et les collectivités? Question d'actualité par excellence. Comment exercer le droit à la différenciation et à la libre administration des collectivités territoriales? Comment gérer la fiscalité sur le territoire et articuler les compétences? Dois-je me singulariser en m'excluant de ces débats? Ce serait irresponsable d'avoir une telle attitude. C'est le moment approprié, premièrement, pour repenser la relation État-collectivité. La Martinique a évolué en devenant collectivité unique. Mais cette évolution est brimée parce que la loi n'a pas tout prévu et qu'elle n'a pas apprécié les besoins au regard d'autres situations plus ou moins similaires comme celle de la Corse. Parce que les compétences ont évolué, la relation avec l'État doit être redéfinie. Deuxièmement, pour exercer le droit à la différenciation et la libre administration des collectivités territoriales, reconnaissons qu'en l'espace d'un an, le principe de libre administration a été attaqué en mes domaines. Atteinte aux compétences transport, apprentissage, formation professionnelle, fiscalité, mettant ainsi en péril les équilibres financiers et la crédibilité des exécutifs. Parce que dès que quelque chose va mal, on se retourne vers la collectivité territoriale de Martinique, ipso facto. Le droit à la différenciation territoriale est devenu une nécessité. Chaque territoire ayant ses spécificités. Notre détermination à Région de France, c'est la reconnaissance et le respect de notre diversité. Vous ne pouvez pas me dire, entre parenthèses, que les problèmes qui se posent en Corse sont forcément les mêmes qu'en Martinique. Il peut y avoir des similitudes. Vous ne pouvez pas me dire que les problèmes qui se posent à l'île de la Réunion se posent dans des termes identiques à la Martinique. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, ce n'est pas inadmissible. Donc il faut adapter. En troisième lieu, la gestion de la fiscalité sur le territoire doit s'opérer avec les responsables des territoires pour éviter tout conflit, tout dérapage et toute discrimination. Comment peut-on décider un seul même sans consultation? À ce sujet, pour les Outre-mer, le travail a été réalisé. Une brochure, je le répète, a été éditée l'an dernier à mon initiative en tant que président de la commission Outre-mer de Région de France. Je rappelle ici, ce n'est pas pour exagérer, vous pouvez témoigner, Région de France m'a même proposé à un moment donné d'être l'un des vice-présidents. J'ai refusé. Au regard de nombreux problèmes que nous avons. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Maintenant, il revient
aux autres présidents de s'exprimer sur ces assises. La parole est donc donnée au président Hervé Morin. Je vous remercie. Bien, Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président des maires, Monsieur le Vice-président, mes camarades de la métropole, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir accepté cette rencontre pour le lancement de quelque chose qui est important. Ce que nous avons décidé lors de l'appel de Marseille et du Congrès des régions de France, en présence de François Barouin, le président de l'Association des maires de France, et de Dominique Bussereau, le président de l'Association des départements, c'est d'une part de rappeler une chose simple qui est l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Constitution qui, depuis 2003, a inscrit un fait simple, la gouvernance et l'organisation de la République est décentralisée. C'est écrit dans la Constitution depuis 2003. Et nous avons malheureusement constaté depuis 2007 un premier élan de recentralisation depuis les lois de fer de 1982. Un premier mouvement contraire à toute l'histoire de la modernité, qui est celle, au contraire, d'avoir des pouvoirs qui soient au plus proche de nos compatriotes en fonction des champs de compétences. C'est un chemin totalement nouveau qui a été celui d'un pays qui avait progressivement inscrit la décentralisation comme une modalité d'exercice de pouvoir au plus proche de nos compatriotes au nom de l'efficacité. Chemin nouveau qui est celui depuis 2017 d'une recentralisation soit insidieuse, soit d'une recentralisation pure et simple, comme sur le champ de l'apprentissage. Ce que nous vivons, nous, au titre des régions, les maires le vivent, notamment à travers la recentralisation de leurs ressources. Les départements le vivent à travers, en clair, la mise sous tutelle financière des collectivités. Et nous avons donc décidé de créer à la fois une association qui s'appelle Territoire Uni et d'autre part de lancer ces assises de la décentralisation pour faire quoi? Pour faire ce que le président de la République avait dit qu'il ferait. Le chef de l'État avait indiqué qu'il écrirait un pacte girondin, qu'il serait l'homme de la modernité, et quand vous lisez ou relisez son ouvrage référence qui s'appelle Révolution, vous constaterez à longueur de page qu'il appelle à une nouvelle gouvernance qui est celle, tout simplement exprimée par ces mots: tout ne peut pas se décider d'un bureau à Paris et d'un ministère. Et ce que nous voulons, en quelque sorte, c'est rappeler l'engagement qui avait été celui du président de la République. En juillet 2017, lors du lancement de la Conférence nationale des territoires, il avait eu un discours dans lequel nous nous étions tous retrouvés, discours qu'il avait réitéré en dépit des doutes qui commençaient à poindre lors du congrès de l'Association des maires de France à Versailles. Et en dépit de ces deux discours, en dépit de ces déclarations durant la campagne présidentielle, nous sommes allés de déception en déception. Et donc, ce que nous voulons écrire à travers ces assises de la décentralisation, c'est ce que serait une gouvernance moderne qui, comme l'a dit le président Marie-Jeanne, consisterait en clair à faire le choix de la démocratie, puisque derrière la question de la décentralisation, c'est directement la question de la démocratie, c'est-à-dire l'exercice de compétences et de pouvoir au plus proche de nos compatriotes qui sont en capacité de pouvoir souvent co-construire les politiques que nous bâtissons, de compatriotes qui sont capables plus directement de s'adresser à celles et ceux qui exercent des responsabilités, et de compatriotes qui, à travers leur choix, à travers l'exercice du suffrage universel, décident d'orienter leur territoire vers tel ou tel chemin. Je rappelle que nous avons
la même légitimité démocratique que les parlementaires. Je suis souvent frappé par ce sentiment qui existerait selon lequel il y aurait deux types de bulletins de vote. Le bulletin de vote de ceux qui élisent des parlementaires, dont j'ai été pendant 20 ans, et des bulletins de vote réduits, taille confetti, parce qu'ils seraient des bulletins de vote pour des élections locales. Mesdames et messieurs, nous avons la même légitimité démocratique. Nous l'avons d'autant plus compte tenu des nouvelles modalités d'élection aux différentes élections locales, et notamment pour les élections régionales. Et nous avons souvent des taux de participation qui sont supérieurs aux élections législatives. Et donc je conteste l'idée qu'il y aurait en quelque sorte une démocratie au rabais, qui serait la démocratie locale, et une démocratie supérieure, qui serait celle consistant à envoyer à l'Assemblée nationale des représentants de la nation. Nous avons une légitimité démocratique pour exercer les responsabilités que la Constitution et la loi nous a confiées, ou nous ont confiées. Et donc il y a une question majeure à travers ces assises de la démocratie, c'est la question démocratique, et donc la question de la responsabilité, comme l'a dit Alfred, puisque les deux sont liés. Et puis il y a une question d'efficacité. Pourquoi nous défendons l'exercice en proximité? Parce que nous réclamons l'agilité et la rapidité, ce que l'État n'est pas capable de fournir, puisque les décisions d'État imposent souvent, en quelque sorte, des arbitrages nationaux, une recentralisation dans les ministères, puis ensuite une recentralisation ou des arbitrages au sein d'interministériels, la tutelle du ministère du budget, quand une collectivité peut du jour au lendemain décider de prendre telle ou telle mesure. Nous l'exigeons au titre de la différenciation des politiques, puisque nos territoires ont des difficultés qui leur sont propres, ont des enjeux qui leur sont propres, ont des thématiques de développement qui leur sont propres, ont des spécialités qui leur sont propres. Et à ce titre-là, nous demandons d'avoir le droit à la différenciation dans l'organisation de nos territoires, la différenciation dans l'exercice de compétences. Des territoires réclament telle ou telle compétence, la région Grand Est réclame de prendre en main le réseau routier, la région Normandie demande à prendre en charge la totalité des questions d'emploi et de formation, la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur veut prendre la gestion de son grand port maritime. Nous demandons que chaque collectivité puisse exercer des compétences en fonction de priorités qui sont les siennes. Et nous demandons par ailleurs qu'il y ait une capacité d'adaptation de la loi et du règlement, notamment pour les territoires ultramarins, pour lesquels l'application pure et simple de la loi métropolitaine, si je puis dire, de la loi française, peut engendrer des conséquences graves pour des territoires ultramarins face aux fragilités qui sont les siennes, aux enjeux de développement qui sont les siens. Chaque année, on a des débats particuliers. Et donc la volonté que nous avons eue à travers notre présence avec Renaud Muselier et François Bonneau de faire un conseil des régions de France ici en Martinique, c'est notre volonté d'afficher le rôle essentiel, bien entendu, des territoires ultramarins pour la France, mais aussi la nécessité de prendre en compte les problématiques de développement et les nécessités de bâtir des modèles différenciés en fonction des sujets qui sont les vôtres. Et donc notre idée, mesdames et messieurs, à travers ces assises de la décentralisation et des libertés locales, c'est de rédiger chacun ou d'apporter chacune et chacun d'entre nous notre pierre à un document global qui sera remis au chef de l'État en janvier ou en février. Ces assises se dérouleront, comme je vous le disais, dans la totalité des territoires de France et nous essaierons ensemble de bâtir ce nouveau schéma. Et je termine par ça. Ce schéma-là, c'est le schéma de la modernité. C'est le schéma emprunté par toutes les démocraties européennes. Toutes les démocraties européennes ont fait le pari du local et de la proximité. Seule la France continue à penser qu'il faut toujours conserver un zeste ou un brin de centralisation quand il y a des compétences
qui sont exercées par des collectivités. Nous pensons l'inverse. Nous pensons qu'il faut de la clarté. Nous pensons qu'il faut très clairement des champs de compétences pleins et entiers pour les collectivités dans les domaines qui doivent être les nôtres. Et c'est cela que nous voulons écrire et que nous écrirons avec Alfred Marie-Jeanne, qui a déjà beaucoup participé et qui est une des grandes figures de l'Association des régions de France, toujours très présent, pointu dans ses analyses et dans sa vision. Et nous sommes heureux de lancer ces assises, non pas en métropole, mais en Martinique, à travers cette première réunion qui doit nous permettre, mon cher Alfred, de faire en sorte que dans quelques semaines, la Martinique puisse être la première collectivité de France à envoyer ses propositions et à participer à la rédaction de ce document qui doit être fondateur. Il doit être fondateur d'une nouvelle relation entre l'État et les territoires. Non pas pour nous, non pas pour nos propres pouvoirs, non pas pour préserver nos précarés, mais tout simplement parce que le redressement de la France passera aussi par les territoires et donc nous le faisons au nom de la défense des intérêts de nos compatriotes. Voilà le message que nous voulions faire passer ce matin avec mes camarades François Bonneau et Renaud Mugelier. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que le président Hervé Morin est président des régions de France, président de la région Normandie. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur François Bonneau, président délégué de Région de France, président délégué de la région Centre-Val de Loire, qui va ouvrir le premier atelier qui traitera de la repenser les relations État-collectivité. Merci. Merci. À mon tour de dire à Alfred Marie-Jeanne l'immense plaisir que nous avons d'être ici, de vous saluer, mesdames et messieurs, ici avec beaucoup de chaleur, et de dire combien, pour nous, il était essentiel, au regard de l'implication des collègues des territoires ultramarins, au sein de notre association, combien il était essentiel d'être en Martinique, comme on va le faire pour les différents territoires, au moment où nous voulons repositionner la décentralisation. La décentralisation, elle est toujours vue par la haute fonction publique comme quelque chose qui empêcherait d'avancer. C'est curieux. Quand on sait qu'elle a été imaginée, inventée, mise en œuvre par celles et ceux qui voulaient que l'action publique soit efficace, qu'elle soit réactive, qu'elle soit ancrée dans le réel et qu'elle provoque une participation citoyenne renouvelée. Je voudrais vous livrer une anecdote. Dans le mandat précédent, avec le gouvernement précédent, nous avions une rencontre avec les présidents de région, le Premier ministre et un grand nombre de ministres, comme on l'a aujourd'hui. Et le Premier ministre de l'époque, celui de Manuel Valls, mais peu importe, écoutant quelques réactions de ces ministres, avait dit « Stop, mesdames et messieurs les ministres, les présidents qui sont en face de nous ne sont pas des auxiliaires de l'État, ne sont pas des auxiliaires du gouvernement. Ils méritent d'être entendus, écoutés, quand bien même cela contrevient à la vision que nous avons de leur rôle. » Et je crois que c'est tout le sujet. C'est tout le sujet. La définition des relations entre l'État et les collectivités territoriales dans une république décentralisée. 1000 fois d'accord, il n'y a pas de bulletin de vote S, small, quand il y aurait des bulletins de vote XXL qui pèseraient plus que d'autres. La même légitimité pour le représentant qui décide des politiques de l'État et pour le représentant, qu'il soit maire d'une commune, qu'il soit président d'un département ou d'une collectivité ou d'une région. La même légitimité. Et donc, c'est dans un dialogue. Si nous avons la même légitimité, il faut le dialogue. Il faut le dialogue d'un bout à l'autre de la chaîne. Il faut le dialogue quand des législateurs, un gouvernement, ont pour projet de faire bouger par la loi le cadre de l'intervention publique, qui définit les droits et devoirs pour les citoyens. Il faut le dialogue d'autant plus qu'il s'agit de compétences qui ont été déléguées à des collectivités territoriales. On ne peut pas concevoir
pour des compétences qui ont été déléguées à l'échelon communal, à l'échelon départemental, à l'échelon régional. On ne peut pas concevoir que la décision va être prise unilatéralement par le législateur et par le gouvernement s'agissant de compétences qui ont été déléguées. Donc, il y a une notion de coproduction des textes, de coproduction des règlements. Ce que nous avons demandé, puisque nous étions ensemble, Alfred, vendredi à Matignon, ce que nous avons demandé au Premier ministre et à ses ministres dans un certain nombre de domaines qui intéressent les régions, c'est que sur les textes précis, il puisse y avoir une association, pas simplement pour avis, une association pour fonder les textes généraux, pour fonder les textes d'application, de manière à ce que ces textes se nourrissent de la réalité qu'ils prétendent transformer. Autrement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'une vision technocratique, très loin des territoires, souvent, on est obligé de le dire, souvent arrogante, va traiter des problèmes réels de la vie des gens, des problèmes réels de la vie des territoires, avec une vision de l'efficacité qui s'exonère des principes fondamentaux de la démocratie, de la consultation, de la participation. Et nous aurons tout le contraire de la décentralisation. La décentralisation, c'est quand même pas une idée... Le général de Gaulle avait posé les bases de la décentralisation. Ensuite, 1980, Gaston Defferre, j'ai vu que nous étions rue Gaston Defferre, François Mitterrand, Pierre Mauroy, etc. Premier acte de la décentralisation. Et les gouvernements successifs, au-delà des alternances, se sont saisis de ça. Non pas pour faire genre, mais parce qu'on comprenait bien qu'il fallait coproduire un certain nombre de choses et respecter les responsabilités des uns et des autres. Et que ça n'était pas un système complexe qui allait empêcher d'avancer, ça était un système qui allait permettre d'aboutir. Je prends un exemple concret. On discute très fort depuis plus d'un an, Hervé, de l'apprentissage. On en discute très fort, pas simplement parce que les régions voudraient ceci ou cela, et surtout pas parce qu'on voudrait exercer un pouvoir. Ce n'est pas une histoire de pouvoir, c'est un sujet de responsabilité. On en discute très fort, sauf que la loi est venue qui contrevient au principe élémentaire de déploiement sur tous les territoires, à égalité des territoires, et c'est important dans les territoires comme ceux où nous sommes aujourd'hui. On en discute, rien n'a été pris en compte, et au moment où un certain nombre de décrets vont être écrits, nous disons attention. Si la loi vise à développer l'apprentissage, la mise en œuvre verticale, avec des décisions qui seront prises en haut, à Paris, et qui tomberont sur les collectivités, que nous serions censés appliquer, ces décisions ne marcheront pas. Ces décisions ne marcheront pas. C'est la même chose quand il s'agit de l'emploi et de la formation professionnelle. On sait aujourd'hui que pour définir une politique de formation professionnelle, les thèmes sur lesquels il faut former, en lien avec la réalité économique et sociale des territoires, les niveaux auxquels il faut former ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Qu'il faut aller sourcer au plus près des territoires les actions de formation que nous allons mettre en œuvre. Est-ce que ça peut être fait depuis Paris par quelques techniciens éclairés qui nous diraient, voilà, il faut développer sur le numérique à tel niveau? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et plus encore, nous pensons que la nouvelle action publique dont Hervé Morin parlait à l'instant, c'est une action publique qui doit faire participer celles et ceux qui en sont les destinataires. Et nous sommes, en tant qu'élus locaux, départementaux, régionaux, en capacité de mobiliser, et c'est ça que nous voulons faire, en capacité de mobiliser les territoires pour qu'ils participent à la définition des politiques publiques qui vont les concerner, aux choix qui vont être faits. Donc ces assises des libertés locales, elles posent un problème fondamental qui est celui, quel pays voulons-nous, quelle forme de démocratie? Est-ce que c'est la verticalité la clé de l'efficacité ou est-ce que c'est au contraire l'exercice de la responsabilité dans les espaces qui sont les espaces pertinents? Ces assises des libertés doivent définir non pas une opposition entre les collectivités et l'État, il ne s'agit vraiment pas de ça, mais une articulation intelligente et pragmatique. Et ces assises doivent nous permettre également de penser que le monde se transforme rapidement
et que cette articulation-là ne doit pas être lourde, ne doit pas être l'objet de contrôle, de surcontrôle, etc., alors qu'aujourd'hui, on nous parle de contrôle. Et enfin, on croit, mais il n'y a pas meilleure illustration que celle que nous vivons aujourd'hui, on croit très fort qu'il n'y a pas de solution unique, que la verticalité, ce serait la solution unique, que la décentralisation assumée, c'est véritablement des décisions multiples adaptées au territoire. Et donc, à travers tous ces exemples-là, nous voulons faire remonter vers le gouvernement, vers le Premier ministre, vers le Président de la République, à travers ces assises des libertés, à la fois des principes, mais aussi des propositions très concrètes de méthodes, de fonds, qui vont nous permettre cette meilleure articulation qui nous permettra d'être efficaces sur les territoires et de faire vivre la démocratie. Je voulais le préciser, ça n'est pas qu'une vision théorique, c'est aussi dans notre pratique à nous que nous pouvons avancer. Merci. Merci au président François Bonneau d'avoir lancé les bases de ce premier atelier. Donc, je vais appeler donc le président Renaud Muselier, président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va traiter du deuxième sujet, l'exercice du droit à la différenciation et la libre administration des collectivités. Merci beaucoup pour votre accueil ici, dans cet hémicycle. Je pense que la vie politique est faite aussi de symboles très importants, et le fait d'avoir cette première réunion sur les libertés locales, cette réunion du Conseil des régions, ici en Martinique, chez toi, chez vous, Monsieur le Président, c'est quelque chose qui est très important pour la métropole, pour vous en Martinique, pour l'ensemble des ultramarins, et je crois pour l'ensemble de l'action politique que nous menons au sein de nos régions. Les symboles sont d'importance, et les clins d'œil de l'histoire sont aussi assez sympathiques. De me retrouver dans un hémicycle et dans une rue qui s'appelle Gaston Deffer, moi le Marseillais, c'est quand même quelque chose d'intéressant quand on sait que c'est Gaston Deffer qui a fait la première loi sur la décentralisation. L'histoire nous rattrape, et les clins d'œil de l'histoire et les symboles sont d'importance. Pourquoi on en est arrivé là finalement? On se retrouve dans une situation, et je tiens à saluer M. Marie-Jeanne qui vient à chacune de nos réunions, qui vient en permanence à nos côtés, qui était à Marseille il y a peu, alors qu'il aurait pu être ici, qui avait fait le déplacement pour la réunion de tous les conseils régionaux français. L'appel de Marseille, c'était quoi? C'était le sens au bout d'un an et demi, finalement, de pouvoir, après avoir eu les difficultés chez toi, quand on a organisé l'Assemblée des régions à Orléans, de se retrouver dans une situation où le président des maires de France, le président des départements de France, le président des régions de France, l'ensemble des collectivités territoriales se retrouvaient quelque part, avec un sentiment d'exclusion, d'absence de respect, de manque de concertation, de lois votées ou proposées sans les décrets d'application, avec des conséquences très importantes pour chacun d'entre nous dans nos différents territoires. Pour la première fois, l'ensemble des responsables politiques de ces trois assemblées ont décidé de ne pas participer à la CNT, cet organe voulu pour la discussion. Et en fait, il ne s'agissait pas d'une discussion, il s'agissait d'une boîte d'enregistrement. D'où la nécessité de se retrouver. Ils sont sortis tous ensemble, on les a soutenus unanimement. Ce n'est pas une question de droite, de gauche, de centre, d'autonomie, d'indépendance. C'est une vraie question qui concerne le respect de nos mandats et le respect de nos compétences qui nous sont confiées dans le cadre de la loi NOTRe, avec une application de la loi européenne, puisque je suis aussi député européen, qui permet de faire en sorte d'avoir des activités concrètes chez nous. Cet appel de Marseille s'est fait un an après donc Orléans, pour montrer qu'on était tous très mécontents. Qu'est-ce qu'il dit cet appel? Il dit voilà, on n'a plus confiance, la défiance s'est installée, on vous tend la main, parce que l'addition de nos diversités, l'addition de nos différences doit renforcer la puissance de la France. Et que ce n'est pas par le pouvoir central seul que notre pays évoluera de façon constructive. Alors, ça veut dire quoi sur le plan très pratique? Sur le plan très pratique, vous avez des demandes qui sont faites,
Si on prend l'expérience de la Martinique, qui est une terre d'expérimentation, l'habilitation de transport en Martinique, vous l'avez depuis 4 ans. Vous avez fait une AOT unique, vous avez organisé le dispositif. En Guadeloupe, il y a l'habilitation pour l'énergie. Et nous, en ce qui concerne l'emploi, 7 régions ont demandé depuis 3 ans, justement, ce territoire d'expérimentation. Aucune réponse du gouvernement. Aucune réponse sur l'emploi. Aucune réponse sur l'emploi. Un truc incroyable. Nous avons avec Hervé 2 points très forts, communs. Lui est en Normandie, moi je suis dans le sud. Il y a des grands ports. Et donc nous voulons avoir quelque part, dans ces grands ports maritimes, la capacité d'action, puisque nous on siège au conseil d'administration, mais on ne décide de rien, ils sont autonomes, complètement. Expérimentation, pas de réponse. On peut décliner à l'infini. Puis après, vous avez l'autre volet qui est dans le cadre de la mise en place de la réforme constitutionnelle, dont le président de la République et le Premier ministre que nous avons rencontré nous expliquent en permanence que c'est l'alpha et l'oméga de la suite. Ben, nous voulons y être associés dans le cadre de la loi organique. C'est le minimum. Et vous avez une mise en place qui se fait, je vous donne un exemple très simple chez moi, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le département des Bouches-du-Rhône, vous avez Marseille. Je vais le présenter différemment. Quand j'étais jeune élu, même pas jeune élu d'ailleurs, tout jeune, c'est-à-dire hier, ne rigolez pas, je vous remercie, nous avions 3 strates. Nous avions la mairie, le département et l'État. Aujourd'hui, nous avons les mairies de secteur, parce que Marseille est coupé en 8 mairies de secteur, conformément à la loi PLM. Nous avons la mairie centrale, nous avons le conseil de territoire qui va disparaître, la métropole, le département, la région, l'État, l'Europe. On passe à 8. Avec des compétences qui ont été croisées, qui n'ont pas été assumées, où chacun voulait faire le travail de l'autre. Et là, le gouvernement vient de demander au préfet la remise à plat de la métropole par rapport au département. Est-ce que c'est le département qui va absorber la métropole? Est-ce que c'est la métropole qui va absorber le département? Et ceci de façon, à mon avis, légitime et nécessaire, mais sans aucune concertation, si ce n'est une concertation de dernière minute. Alors, quel est l'enjeu pour nous aujourd'hui? L'enjeu pour nous, c'est que nous estimons, et je crois à juste titre, et ça a été souligné bien sûr par les présidents Morin et Bonneau, que nous avons une légitimité populaire. Nous avons été élus légitimement, démocratiquement. Nous estimons que nous connaissons mieux les bassins d'emploi ou les bassins d'activité de nos propres territoires. Et que les bassins d'emploi de Nice n'ont rien à voir avec ceux de Marseille, qui n'ont rien à voir avec Fort-de-France, qui n'ont rien à voir avec le centre Val-de-Loire. Et que la position commune centrale vue par Paris ne peut pas être adaptée au bon territoire en fonction du dispositif. Une règle, bien sûr, nationale, applicable aux différents territoires que nous connaissons, à mon avis, mieux. Parallèlement à ça, bien sûr, une bonne gestion des deniers publics, dont nous sommes responsables. Mais pour autant, est-ce que c'est à l'État français de nous dicter un mode de bonne gestion pendant qu'eux-mêmes ne se l'appliquent pas? Ça peut créer parfois quand même quelques questions complémentaires qui sont parfaitement légitimes. Dernier volet, et cette marche des territoires unis qui s'est engagée nous a quand même amené à être reçus par le Premier ministre, tous ensemble, ce qui est une première quand même, où la première démarche du Premier ministre a été de revoir la totalité de la méthode par rapport à nous. Ce qui veut dire que le combat qui a été mené avec la main tendue, mais fermement, a apporté quand même déjà une réponse. Une réponse sur la méthode, puis une autre réponse sur le fond, puisqu'il y avait le problème des recettes à LFC-TVA à l'article 26, qui devait être reprise par le gouvernement, annulée au Parlement le soir même. En tout cas, respect des engagements. Pas sûr que si nous n'avions pas fait le combat, ça serait resté. Deuxième volet, les fonds européens. Sur les fonds européens, il y a le deuxième volet de la PAC. Est-ce que, et tu l'as souligné Hervé et toi François, l'Europe quand même, et j'ai pu remarquer dans le dîner que nous avons eu tous ensemble hier soir que vous appréciez les investissements européens. Vous appréciez chez vous, vous appréciez chez nous, hein, on les apprécie tous. Hein. On n'en parle pas suffisamment souvent pour les remercier d'ailleurs, mais pour autant, ils sont très utiles pour notre économie, notre aménagement du territoire. Mais
quand l'Europe s'organise pour, à l'intérieur des pays, donner les moyens d'action aux régions dans le cadre de la politique européenne, comment se fait-il que ce qui fonctionne maintenant, puisque nous sommes battus avec toi, Monsieur le Président Marie-Jeanne, à la Commission Europe ensemble, on a vu que le deuxième pilier de la PAC, il ne savait pas le traiter, alors que nous savions le traiter. Et que l'absence de l'efficacité de l'État, nous l'avons compensée sur nos moyens personnels, enfin régionaux, pas personnels, nous, mais de la région, pour faire en sorte que nos agriculteurs, qui avaient pris beaucoup de retard, puissent abonder, pouvoir avoir les fonds européens. Alors, aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. Démocratiquement, on fabrique les territoires unis. Quel est l'enjeu de cette réunion aujourd'hui, et au-delà de votre présence, et de la décentralisation de notre dispositif, nous, Région de France, c'est de dire respect de la décentralisation, des preuves concrètes sur l'FCTVA, on l'a, et sur le deuxième pilier de la PAC, réponse très claire aux demandes d'expérimentation. Vous dites oui, vous dites non, mais vous répondez quelque chose. Et on s'explique par rapport à ces demandes. Réforme constitutionnelle, on veut être associé à la loi organique. Et bien sûr, cette connaissance de nos territoires, de nos proximités, fait en sorte qu'on a une légitimité que n'ont pas, je dirais, les ministres éphémères qui sont pris par une assemblée déconnectée du terrain et une nécessité de réagir immédiatement à la pression médiatique de l'Assemblée nationale, alors que nous nous inscrivons dans un temps, pas forcément long d'ailleurs, mais de moyen terme qui est crédible, pas constructif, parce que constructif, il faudrait dire que c'est une réponse politique, mais qui est parfaitement adapté à la demande de nos concitoyens. En tout cas, merci pour votre accueil, votre présence, et vous pouvez compter sur notre mobilisation. Maintenant, comme on a dit pour le dialogue, la parole vous appartient. Vous posez quelques questions et puis soit on répond à chaque question en particulier, enfin, faites comme vous voulez, ou bien vous avez la parole. Vas-y, collègue. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je suis Fred Lordino, membre de la minorité et vice-président de l'Assemblée de Martinique. Président Bonneau, Président Morin, Président Muselier, vous êtes chez vous, en Martinique. C'est un discours, en tout cas, que je prône, et j'espère que vous pourrez contribuer à l'évolution de notre relation quelquefois tumultueuse avec l'État. Pas de décentralisation, ni transfert de compétences, sans transfert de ressources. Nous avons vécu douloureusement en Martinique le transfert concernant les lycées et les collèges, où un certain nombre de bâtiments étaient amiantés. Et ce sont les collectivités locales, conseil général et conseil régional, qui ont réglé la question. Nous avons vécu douloureusement le transfert du service départemental d'incendie. Jusqu'à maintenant, le financement n'est pas pérennisé dans une région particulièrement vulnérable. Et c'est pourquoi je souhaite que la démarche entreprise par le président Marie-Jeanne avec vous réussisse dans le cadre d'un dialogue apaisé avec l'État. Je dis bien apaisé, parce que le sentiment que l'on peut avoir, c'est que ce débat est quelque peu tumultueux, dans une période où le président Muselier l'a dit, la période est marquée par la défiance envers tous les élus, quels qu'ils soient, et l'abstention, mais aussi le déni des réalités. La difficulté est réelle et connue en France sur la perte de compétitivité de l'industrie française qui se voit dans les parts de marché dans la Caraïbe ou bien en Afrique. Donc je souhaite que, très sincèrement, et je suis prêt à m'associer au président Marie-Jeanne et à vos travaux pour progresser, mais je voudrais quand même, du petit rocher, vous rappeler quelque chose. La France est quand même la première puissance maritime européenne, la deuxième du monde. Et aujourd'hui, en matière de développement de croissance bleue, nous sommes toujours dans l'attente, dans la Caraïbe et dans d'autres océans. Peut-être que là, il faudrait qu'au Parlement, dans les assemblées en France, vous vous mettiez d'accord pour nous proposer aussi de vrais partenariats pour que nos eaux ne soient pas pillées par les navires d'Amérique latine ou bien d'Asie qui viennent piller les richesses, nos richesses naturelles. En cette période de fin de cyclone, vous avez eu un cyclone
dans l'Aude. Vous savez que hier c'était à Trinidad. Aujourd'hui, si on nous transfère une compétence en matière environnementale, hein, vous savez, la fameuse loi là, sur le transfert des rivières, la GEMAPI, tout ça ne correspond pas à nos réalités. Donc, j'espère que dans le cadre d'une relation, je le dis, apaisée, de l'extérieur, ce n'est pas le sentiment qu'on a. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a un certain nombre de puissances régionales qui se mettent en place et qui sont dans une sorte de confrontation avec l'État. J'espère que ce ne sera pas le cas, que les propositions seront claires, que ce ne sera pas comme pour le transfert du RMI-RSA, une non-compensation des allocations individuelles de solidarité, tout gouvernement confondu, et que nous pourrons avoir une relation, je le dis, plus apaisée avec l'État, mais aussi avec les grandes régions de France, puisque il me semble que pour nous, dans la Caraïbe, pour la visibilité de la présence française, il faut qu'il y ait des partenariats forts qui soient construits entre les grandes régions de France et notre collectivité. J'espère que je n'ai pas été trop long, merci. Alors, je préfère prendre plusieurs questions, et puis on répondra de façon plus globale. Ouais. Merci, Président. Alors, je vais être assez bref. Non, un propos, même si on te connaît, tu fais comme Fred Lordino, tu te présentes. un propos qui n'est pas que formel, qui est un propos de remerciement et de félicitations. Me présenter me rappelle ma collègue Miguel Laventure, qui est membre du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Donc d'abord pour me réjouir de l'initiative prise par le président Marie-Jeanne d'inviter le Conseil des régions de France à venir siéger avec nous en Martinique. Remercier et féliciter les dirigeants de Régions de France d'avoir accepté cette proposition et de tenir cet événement ici avec nous de lancement des assises des libertés locales. Ça n'est pas anecdotique, c'est vraiment fondateur. Avec quelques-uns des collègues ici présents, j'ai participé le mois dernier à cet appel de Marseille, à cette réunion, sous l'impulsion du président Muselier, évidemment avec les autres présidents, unique, je le rappelle parce que peut-être que nous tous, nous n'avons pas la mesure de la chose, des 3 grandes associations d'élus, Association des maires, Association des départements de France par leur président et Association Régions de France, qui, de façon solidaire, consensuelle, on peut ajouter unanime, ont exprimé une attente. Et le président du Sénat est venu renforcer cette démonstration de démarche collective sur l'impératif de décentralisation. Et que la première traduction concrète, territoriale, de cet événement exceptionnel s'organise en Martinique est quelque chose de fondamental. Alors évidemment, nous attendons beaucoup de ce que nous allons nous-mêmes, Martiniquais, apporter comme contribution et ensuite qui sera porté collectivement au niveau national. Et à ce titre-là, je voudrais souligner 2 ou 3 éléments importants. Ça a été rappelé, nous avons beaucoup de choses à approfondir ensemble sur des sujets que nous connaissons bien parce que nous les partageons. Mais nous avons aussi quelques singularités. Alors c'est l'occasion ici d'en pointer quelques-unes. D'abord, sur la question des fonds européens, qui était évoquée à l'instant par le président Muselier et participant à la Commission Europe de Régions de France, nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer. Il faut trouver au niveau national le moyen de faire en sorte qu'au minimum, nos territoires d'outre-mer puissent marcher du même pas que les régions de France.
et que la globalité de ces régions, de France, c'est-à-dire d'Hexagone et d'Outre-mer, puisse avancer d'une manière plus dynamique sur la question des fonds européens. Je veux rappeler aux collègues que Région de France a eu l'occasion de batailler déjà avec l'ancien président de la République et l'ancien gouvernement, et que quelques améliorations sont intervenues, mais qu'il reste encore des progrès à obtenir. Mais au minimum que nous puissions déjà être dans le même tempo que ce qui existe au niveau de l'Hexagone, ce serait déjà un progrès. Toujours au niveau des spécificités, je veux rappeler que nous avons ici une liberté fiscale qui s'appelle l'octroi de mer. Mais elle est bridée, pour reprendre un mot qui a déjà été utilisé, contrariée, alors qu'aujourd'hui, il faut lui donner l'opportunité de s'exprimer de manière beaucoup plus libre. Et en particulier, puisqu'il s'agit du dialogue avec l'État, faire en sorte que l'État, qui en a la responsabilité de la perception et de la mise en œuvre par son administration des douanes, mais qui le fait au nom et pour le compte des collectivités, s'inspire de la volonté des dites collectivités pour ces opérations et ainsi évite des erreurs d'interprétation conduisant parfois à des difficultés qui se traduisent après par des contentieux compliqués. Et par conséquent, si nous arrivons à faire en sorte que ces assises des libertés locales conduisent à une modalité de mise en œuvre de cette liberté-là, mais qui aujourd'hui n'est pas véritablement vécue dans sa plénitude, eh bien nous aurons fait quelque chose d'important. Troisième élément d'illustration, nous savons que nous vivons dans des espaces qui nous donnent des opportunités de géographie, et ces opportunités peuvent être valorisées à plein d'égards. Alors d'abord, sur la thématique à laquelle nous pensons tous spontanément, de la coopération territoriale. Il y a 2 semaines s'est tenue ici une réunion sur ce thème. Il y a clairement des progrès qui sont susceptibles d'être organisés et qui nécessitent prioritairement la compréhension de l'État et l'adhésion de l'État sur la philosophie, mais surtout sur la méthode. Mais il y a également d'autres éléments qui résultent très directement de ce privilège de la géographie. C'est bien entendu le fait que nous puissions nous mettre en harmonie avec notre environnement. Ce matin encore, nous évoquions dans une commission la question de la langue. Nous vivons dans des espaces qui sont des espaces hispanophones, anglophones, et qui constituent des opportunités que nous pourrions investir davantage, y compris dans les modalités de l'éducation, et la CTM s'y engage, mais le soutien et je dirais l'incitation de l'État en la matière sont assez décisifs pour progresser. Et enfin, d'un mot, pour dire que dans les domaines de la recherche, y compris dans l'économie bleue, qui était évoquée à l'instant, nous avons des choses à partager pour avoir été pendant plusieurs années en charge de manière volontariste, parfois même un petit peu, je dirais, hors les lignes, dans des actions dans le domaine de l'aquaculture. Je peux dire qu'il faut batailler pour arriver à faire que l'on prenne quelques initiatives. Voilà pour illustrer. Et donc, au-delà de tout ce que nous pouvons envisager comme point commun, comme point partagé, eh bien, il y a en plus, et c'est par là que je veux conclure, du fait de votre présence, une impulsion supplémentaire qui peut être donnée particulièrement en ce qui concerne les dimensions spécifiques qui sont les nôtres. Merci. Une autre question? Monsieur là-bas. Ah, Daniel Marisset. Merci, Président. J'ai écouté avec intérêt l'intervention et je voulais m'associer à une protestation. C'est celle qui a consisté à recentraliser la compétence apprentissage et formation professionnelle.
et en particulier l'apprentissage, parce que c'est une compétence qui a été transférée aux régions, et particulièrement à la région Martinique, dès le 7 janvier 1983. Puisque vous savez que nous avons eu quelque part un petit privilège, puisque 3 ans avant le territoire français, la décentralisation est entrée en application sur notre territoire. Et l'apprentissage, donc, qui concerne la formation des jeunes de 16 à 25 ans, a été transféré. À l'époque, il n'y avait qu'un CFA qui était géré par la Chambre des métiers, qui avait été créé par l'un de ses présidents, dont l'histoire retient le nom, M. Frédéric Lheureux, à qui je vais rendre hommage. Et aujourd'hui, nous avons sur notre territoire 4 CFA qui ont été créés en relation entre les élus et les professionnels concernés et bien adaptés sur les besoins des socioprofessionnels de chaque branche. Nous avons un CFA à l'agriculture qui est géré par le PLE, établissement public local d'enseignement agricole, un CFA tertiaire qui a été créé avec la Chambre de commerce au plus proche du terrain, et un CFA du BTP qui a été créé à notre initiative et qui correspond à toutes les sections qu'elles sont créées en fonction des besoins des entreprises. Et puis nous apprenons qu'une loi, qui pourtant s'appelle liberté de choisir son avenir professionnel, a décidé de retirer des régions la compétence apprentissage, créer une structure dont nous attendons un petit peu le contour, France Compétences, qui gérera depuis Paris la répartition des dotations. Et même les partenaires sociaux, actuellement, sont désemparés, puisque j'ai eu le privilège de rencontrer certains d'entre eux, par cette novation, parce que le système de cette nouvelle loi est fondé sur une gestion par les branches professionnelles. Dans nos petits territoires, les branches ne sont pas très organisées. Le bâtiment, le BTP qui a été organisé à un moment donné, c'est un petit peu délité, et c'est plutôt des organisations interprofessionnelles qui fonctionnent à leur dimension, et qui comptent beaucoup, jusqu'à présent, dans la partie apprentissage, ont beaucoup compté sur la région Martinique et maintenant sur la CTM. Nous avons bien vu que dans cette loi, on nous annonce la sortie d'un décret spécifique à l'outre-mer, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, mais nous sommes dans l'expectative, nous ne savons pas en 2019 et plus tard en 2020 comment va fonctionner l'apprentissage sur notre territoire. C'est-à-dire on est en train de casser quelque chose qui marchait bien. Un autre aspect que je voulais citer, dont je m'occupe ici, c'est la question des infrastructures routières. Il faut savoir qu'historiquement, dès 1984, les routes départementales ont été transférées au Conseil général. En 2003, par une négociation menée par le président Marie-Jeanne, la Martinique a été un petit peu à l'avant-garde pour récupérer les routes nationales. Actuellement, la CTM gère les deux. Je vous invite, puisque vous êtes en même temps des visiteurs de notre pays, d'examiner le réseau routier lorsque vous allez circuler. Et nous avons, sans nous vanter, fait la démonstration que lorsque le réseau est géré directement par les élus du territoire, au plus proche du territoire, nous arrivons à faire des réseaux à peu près convenables, malgré les intempéries, malgré tous les risques sismiques ou cycloniques. Et nous avons notre originalité, et j'espère qu'elle va être préservée. Le collègue qui m'a précédé va parler de l'octroi de mer. Nous avons notre originalité qui est un fonds d'investissement routier et des transports, le FIRT, essentiellement financé par la taxe sur les carburants. Or, nous croyons savoir qu'il y a un certain nombre de textes qui sont en préparation qui pourraient tenter de se substituer, l'État se substituerait aux élus pour fixer le niveau de cette taxe. Donc, avec des ressources propres payées par les usagers de la route, nous arrivons à réaliser ce réseau routier, mais également à nous intéresser au transport. Heureusement, nous pouvons bénéficier de fonds européens où là aussi, l'Union européenne a reconnu la subsidiarité, parce qu'actuellement, la collectivité territoriale de Martinique est autorité de gestion. Donc, je voulais donner ces exemples pour montrer que lorsque les décisions sont prises proches du terrain, elles correspondent davantage aux vœux des populations
que si, comme vous le disiez, elles sont prises du siège parisien qui, pour nous, est à 7000 km. Donc je voulais donc illustrer par ces deux exemples et appuyer les propos que j'ai entendus. Merci. Encore une question? Vas-y. Bonjour Président Marie-Jeanne, bonjour messieurs. Alors c'est vrai que je me présente Stéphanie Norca, élue à l'Assemblée en charge des solidarités des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. C'est vrai que nous sommes une collectivité territoriale qui réunit à la fois les compétences, que ce soit de l'ancien Conseil général et aujourd'hui aussi de la région, ancienne région Martinique. Mais c'est vrai que 60% des dépenses de notre collectivité est liée principalement aux solidarités. Et c'est vrai que l'aspect dédié à nos aînés et à la question du handicap est une particularité qui coûte très cher à notre collectivité. C'est vrai que d'ici très peu de temps, on sera après la Corse, l'un des territoires les plus vieux de France. Et c'est vrai que les dotations que l'on met à notre disposition ne tiennent pas compte de nos particularités ni de nos particularismes. Pour quelle raison? Si on regarde comment est calculée, par exemple, la question du seuil de pauvreté, il n'est pas identique à celui soit de Paris ou de Marseille. Chez nous, il est divisé par 2, très facilement. Donc, quand on imagine, prenons l'exemple simple du transfert direct d'un certain nombre de compétences, parlons par exemple de la question de l'abattement fiscal de 30% qui a été éliminé. Le coût de la vie pour un Martiniquais moyen, modeste ou une personne âgée est loin d'être celui qui vit à Paris ou à Marseille. Et c'est vrai que ce soit nos parlementaires ou en tous les cas, je sais que le président Marie-Jeanne aussi, en tous les cas, s'est insurgé sur cette question de la fiscalité. Ça montre bien la centralité qui s'exerce bien auprès de ce gouvernement et qui fait que nous ne sommes pas entendus. C'est vrai que le président Macron s'est présenté ici à nous il y a très peu de temps et je vous avouerai que j'ai été conviée à participer à un certain nombre de travaux. Et de façon délibérée, j'ai refusé de participer à un certain nombre de travaux. Parce qu'on avait bien compris que le respect, en tous les cas, de nous élus, en tous les cas de proximité, nous élus territoriaux, mais que nous n'étions pas forcément entendus. À aucun moment, il n'y a pas eu une entente pour dire on va rencontrer les élus locaux, d'autant plus que nous avons fait le choix d'être une collectivité territoriale. Nous ne sommes pas 120, nous sommes à peine une cinquantaine. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait le choix de nous entendre. On a été visiter la Côte Caraïbe, on a visité plein de choses, mais les problématiques, en tous les cas, propres à notre territoire, n'ont pas forcément été entendues. En tous les cas, je salue votre implication à côté du président Marie-Jeanne, qui fait un travail formidable. Et je considère qu'aujourd'hui, c'est une porte ouverte que nous, en tous les cas, que nous bâtissons aujourd'hui ensemble pour permettre, en tous les cas, à la fois que les élus locaux d'outre-mer soient enfin entendus. J'espère que nos travaux vont prospérer et que la question des solidarités, c'est vrai qu'il s'agit de l'association des régions de France, mais c'est vrai que notre particularité ici, on pourrait dire que nous sommes un très gros département et en partie une région, parce que c'est la réalité de nos territoires. C'est vrai que la question de la jeunesse, par exemple, quand le taux de chômage est à 8 ou 10% grand maximum sur le territoire, il est de 25% ici. Alors quand on nous dit, voilà, on va décider comme ça de façon un peu unilatérale comment va fonctionner en fait nos collectivités, on va décider un peu à la marge de nous attribuer un certain nombre de subventions parce que nous faisons un tant soit peu partie de cette République, je considère qu'il va falloir un peu nous entendre nos particularités et nos réalités. Parce qu'aujourd'hui, on passe notre temps à diviser, à multiplier quand on peut, mais plus souvent, on est dans la soustraction et la division avec le peu de moyens que nous avons. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos équipes, nous sommes dans l'obligation d'organiser la transversalité, d'organiser de nouveaux outils pour être beaucoup plus efficients et répondre aux attentes de la population. Le collègue Lordino, un peu avant, parlait de la question des bénéficiaires du RSA. Aujourd'hui, l'État nous reste redevable de plus de 357 millions d'euros.
Et ça, c'est une réalité. Et c'est vrai qu'à compensation, eh c'est les collectivités locales, qu'elles soient, aujourd'hui, c'est la CTM aujourd'hui, collectivité territoriale, mais auparavant, c'était le Conseil général qui compensait à chaque fois que l'État ne jouait pas son rôle, justement, de compenser à l'euro près. Et c'était ça la Convention. Aujourd'hui, la réalité, elle est totalement différente. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas nous demander aujourd'hui de compenser à chaque fois que l'État se désengage, de nous transférer des compétences sans nous donner, en tous les cas, les moyens de mener cette action. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je compte énormément sur vous et vos collaborateurs et bien sûr sur nous-mêmes, élus locaux, pour que nous puissions aller le plus haut que possible, porter nos revendications, porter nos réalités, parce que je considère que c'est dans la co-construction, dans la coproduction et bien sûr dans la transversalité que nous pourrons réussir ce challenge. Aujourd'hui, si c'est l'État central enfermé dans un bureau à 4 que l'on peut décider des réalités de nos territoires ultramarins, je considère que c'est ne pas nous prendre au sérieux, alors que chacun ici présent, nous avons en tous les cas participé à des campagnes légitimement élues, en tous les cas aux yeux de notre peuple, et en tous les cas de nos confrères, en tous les cas des différents corps d'État qui travaillaient avec nous, des différents corps constitués. Nous avons notre légitimité et je crois qu'on doit nous prendre au sérieux. En tous les cas, président Marie-Jeanne, président Morin, président Buscou et Muselier, je compte sur vous. Et nous, élus locaux, pour en tous les cas travailler à vos côtés, enrichir vos travaux et vous aider à vous donner les réalités du territoire martinique. Et je suis ravi, président, c'est vrai qu'on n'est pas prophète dans son pays, mais en tous les cas, cette fois-là, tu seras le premier, en tous les cas, à lancer ces travaux. Et en ce sens, je te félicite de cet engagement pris avec ses collaborateurs. Et tu peux compter sur moi, en tous les cas, sur le volet des solidarités pour nourrir les travaux que vous engagez. Voilà. On va répondre aux questions, j'explique pourquoi. On va répondre aux questions parce que nous avons un programme excessivement chargé. Tout à l'heure, on va un petit casse-croûte, mais nous devons aller au port, nous devons aller au marin, également à la marina. Donc, le programme, il faut faire le maximum qu'on peut faire. Donc, j'arrête les questions pour permettre qu'il y ait des réponses, puisqu'on doit... on doit continuer ce soir pour une grande conférence encore. Donc, vous avez la parole, ceux qui veulent répondre. Juste deux petits mots très rapides, de façon très directe, mon cher collègue, sur la relation apaisée avec l'État. On la souhaite depuis le départ. Depuis le départ. Et vraiment, tous les présidents de région, quels qu'ils soient à l'intérieur des régions de France, n'avaient pas d'a priori ou positif ou négatif avec M. Macron, puisque finalement, à une exception près, personne n'était pour Macron au premier tour. Bon, donc là... Mais à quel moment on peut avoir une relation normalisée quand on vous force la main sur l'apprentissage, et ceci à l'encontre de tout ce qui a été voté en son temps dans une loi qui est appliquée depuis peu. Et à quel moment, là-dedans, on a une relation normalisée, on est obligé de réagir. Et la difficulté quand on est face à ce gouvernement, quand on réagit, c'est qu'immédiatement, il dit « vous avez une arrière-pensée politique ». Ben oui, on a une arrière-pensée politique, dans le sens le plus noble du terme, la vie de la cité. Hein. Mais on n'a pas une arrière-pensée pour prendre leur place. On a la volonté d'essayer de faire en sorte que notre système dont on a donné, on assume les compétences, fonctionne. Alors nous, on est part du principe un peu qui est de dire, bon, pour nous, la relation normalisée, c'est de dire quand ça nous plaît, on dit c'est bien, et quand ça ne nous plaît pas, on dit que c'est pas bien. Voilà. Moi, je trouve ça, c'est bien, comme situation. Et donc ça me met dans une situation, par exemple, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous avons une situation où nous disons plutôt du bien la ministre des Transports, parce qu'elle nous donne la possibilité d'avoir l'expérimentation pour avoir des réseaux SNCF qui fonctionnent. Comme je suis la pire région de France en ce qui concerne les transports, ben elle me donne la possibilité, je lui dis merci. En ce qui concerne Mme Pénicaud, elle me prend l'apprentissage et elle nous sanctionne un peu comme ça a été fait ici. Je ne lui dis pas merci, je me bagarre. Et je crois qu'on est tous à peu près dans la même position. Donc ce n'est pas apaisé, c'est, je dirais, plutôt normalisé. Un volet sur l'apprentissage, ils nous reprennent la compétence, ils nous mettent dans France Compétences, ils organisent France Compétences. Je crois qu'il y a une trentaine d'administrateurs, il n'y en a que 5 pour les régions. 2. Voilà.
J'avais trop d'espoir. Sur 30, bon, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Bon. Sur l'autre volet qui est l'État s'engage ou se désengage, non seulement on compense quand l'État se désengage, mais en plus, on paye quand il s'engage. Double peine, hein. Et nous, mon cher collègue, on a souvent eu l'occasion de travailler ensemble au niveau européen et pour l'Europe. Hein. On voit bien quand même que là, on a une difficulté majeure, c'est que systématiquement, l'État français, multiple et varié dans le cadre des responsabilités de nos prédécesseurs aussi, hein. Quand une décision est prise, on explique par l'acheter que c'est la faute de l'Europe, alors que c'est l'État français qui prend la décision lui-même. Hein. Et ce n'est pas spécifique à ce gouvernement, hein, maintenant. Donc il faut être très honnête, hein, quand même. Bon, et l'Europe, elle sert si on sait s'en servir. Et je crois qu'aujourd'hui, on a réussi à s'en servir dans le cadre de notre organisation et du système européen, et ils veulent nous le confisquer. Voilà. Donc merci pour votre intervention. Juste un dernier petit mot, vous savez, vous avez fait référence à Paris en permanence en disant Paris-Marseille. Non, on n'est pas pareil. Hein. Voilà. Non. Merci. Merci. Juste un mot pour le point qui est le point de liberté locale. Est-ce qu'on peut avoir les libertés locales si on dépend quasi exclusivement des dotations de l'État? C'est un vrai sujet, c'est une vraie conception de la décentralisation. Il faut que nous abordions ce point. Il faut que nous abordions ce point parce qu'aujourd'hui, nos collectivités prises globalement ne sont pas dans l'état de surendettement de l'État. Nos collectivités ne font pas leur fonctionnement sur l'emprunt. Elles seraient immédiatement mises en cause. Nos collectivités sont globalement bien mieux gérées que ne l'est l'État. Et je crois que donner la vraie responsabilité, c'est quelque part dans la décentralisation confier une capacité des élus des territoires à définir le niveau de participation des citoyens à travers l'impôt. Je crois que c'est très dissociable. C'est très dissociable, l'impôt d'État et l'impôt local. Il faut certes que l'État continue à assurer la solidarité, et il a un rôle à jouer, et il est central, mais en même temps, il faut garder, et aujourd'hui, les régions n'ont plus de capacité fiscale. N'ont plus de capacité fiscale. Les collectivités sont finalement dans une absolue dépendance à l'égard de l'État. Et comme l'État doit faire face, et moi j'ai été très très sensible à ce que vous disiez, Stéphanie Norca, l'État dit on réduit, on vous donne des charges supplémentaires sans vous donner la recette. On ne peut pas continuer comme ça. Deuxième point, je crois qu'on est à un moment très particulier sur cette histoire de l'Europe. Tout à l'heure, on disait qu'on avait été entendu vendredi s'agissant de la TVA. Par contre, le débat de savoir sur l'Europe, les responsabilités qui vont nous être données sur les fonds européens, ce débat-là, il n'est pas terminé. Et il faut que nous le portions. Et à l'évidence, puisque les fonds européens, puisque les questions de l'Europe intéressent très directement nos territoires, il faut que nous définissions. C'est un des enjeux des assises des libertés locales. Il n'y aura pas de liberté locale, il n'y aura pas de décentralisation si on est tenu à l'élastique par les décisions qui sont prises par la représentation nationale. Il faut une part d'autonomie à ce niveau-là. Je voudrais simplement dire à toutes et à tous une seule chose. Nous sommes tous rassemblés dans ce combat. Toutes les oppositions et toutes les majorités des assemblées locales. C'est assez rare pour être noté. À l'Association des maires de France, dans le bureau, il y a une vice-présidente qui est issue de la majorité, qui est République En Marche. Elle est solidaire. Au sein de l'Association des départements de France et à l'Association des maires de France, il y a des présidents d'exécutifs qui sont de tout l'horizon politique, ou tout du moins de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel politique français. Et nous sommes tous ensemble. Et vraiment, le seul message que je voudrais vous faire passer, c'est que nous sommes là, non pas pour être dans le combat politique, préélectoral. On est là pour essayer d'écrire une nouvelle page. Et l'écrire ensemble. Nous avons nos combats, nos débats au sein de nos assemblées respectives, mais ce n'est pas le sujet là. Le sujet, c'est comment écrit-on un système efficace pour les Français. Madame évoquait le champ du social. Comment peut-on bâtir
une politique du handicap cohérente avec autant d'acteurs? Impossible. Impossible. Moi, je pense que la politique du handicap, elle devrait être totalement transférée au département ou à la collectivité unique quand elle est unique, comme chez vous. Comment peut-on bâtir une politique du logement à partir de Paris, avec, à travers les zonages qui sont créés, etc., immédiatement des effets sur les territoires? Moi, je suis convaincu qu'une grande partie de la politique du logement, elle devrait être écrite soit par les agglomérations, soit par les départements, peut-être un peu par les régions, mais probablement par le champ, le bloc communal et le bloc départemental, et compétences départementales. Bien. Et donc on a des sujets sur lesquels il faut qu'on bâtisse de nouvelles relations. Alors c'est la méthode dont a parlé François, etc. C'est la co-construction des politiques qui nous concernent, mais aussi simplifier nos dispositifs et nos systèmes. Et donc, il n'y a pas de combat qui serait de dire on va en profiter pour régler nos comptes avec la majorité présidentielle. On va essayer de bâtir un nouveau schéma dans lequel tout le monde se retrouvera. Et c'est le schéma que nous avait promis le président de la République. Donc, on le prend au mot, en quelque sorte. Et donc, ce que j'espère, c'est qu'au bout de ces quelques mois de travaux, on aura rédigé un document suffisamment solide et serein, parce que non politicien, pour qu'il puisse être entendu dans un nouvel acte, dans une nouvelle perspective de décentralisation dont la France a besoin. C'est aussi simple que ça. Je n'ajouterai rien du tout, sinon vous remercier, puisque je vous ai dit en fonction comment dire, des engagements pris sur le terrain, on est obligé de s'en aller. Merci beaucoup, mais en tout cas, sachez qu'ici en Martinique également, quelle que soit la couleur politique des uns et des autres, sur ces sujets-là, nous sommes de plus en plus, nous œuvrons de façon commune, parce qu'en réalité, on l'a rappelé, mais je le rappelle à nouveau, la Constitution française, c'est écrit, est bien une Constitution décentralisée. Mais c'est clair. Alors, je ne comprends pas, la Constitution, on dit qu'on est décentralisé, et chaque fois qu'on essaie de demander notre part de décentralisation, c'est un refus catégorique. Donc c'est clair, on est en contravention, la position actuelle du gouvernement est en contravention avec sa propre constitution. On ne peut pas me dire, c'est pas vrai, c'est la réalité. Donc c'est pourquoi, ici aussi, quelles que soient nos opinions politiques, on a bien compris qu'il fallait se battre de ce sens. Merci collègues et à bientôt. Simplement, quelques secondes au nom des présidents de l'Association des régions de France et peut-être un peu de la Normandie, cher président Marie-Jeanne, de vous offrir la médaille de la région Normandie avec ces 2 léopards. Président, vous savez que la Normandie, c'est la région des conquérants, comme j'imagine les Martiniquais, mais nous nous enorgueillons d'une chose, président, c'est que nous sommes les seuls dans l'histoire moderne de l'humanité à avoir envahi le Royaume-Uni et avoir donné nos institutions au Royaume-Uni. Et donc, président, en quelque sorte, le panache qui est le vôtre et l'énergie qui est la vôtre, à chaque fois que vous prenez la région, les Martiniquais ne le savent pas, mais à chaque fois que vous prenez la parole lors de rencontres avec le gouvernement ou encore, comme vendredi, avec le Premier ministre, les territoires ultramarins ont une voix forte, sans concession, et c'est celle, en quelque sorte, que nous partageons, moi, à travers l'histoire des Normands conquérants et vous, à travers les combats politiques qui sont les vôtres. Donc, permettez-moi de vous offrir cette petite médaille de la Normandie. Et puis, la France ne serait pas la France sans le rhum. La Martinique ne serait pas la Martinique sans le rhum AOC. Et le vin que vous ne produisez pas encore doit tout de même parfois accompagner quelques-unes de vos soirées, d'où le fait qu'avec les présidents de région, un magnum de Margaux, ça ne peut pas faire de mal.
Juste la Normandie et la Normandie, territoire de conquérants. Ah, oh là là, c'est... Quand le président Marie-Jeanne est venu à Marseille, je lui ai offert un jeu de boules, donc je ne sais pas s'il joue depuis. Mais là, cette fois-ci, je lui ai amené la line de la ville de Marseille à la Bonne Mère qui protégera, bien sûr, la Martinique et Fort-de-France. Voilà. Excusez-moi. Nous avons choisi de travailler avec le gouvernement français, quel qu'il soit, et le président de la République, quel qu'il soit. Je rappellerai ici, et tout le monde le sait, que j'étais le premier en Outre-mer, à appeler à voter Macron, et pourtant je ne suis pas macroniste. Et je l'avais précisé devant tous les journalistes, et personne ne me croyait, et je l'ai fait publiquement devant tous les journalistes. Parce que devant la montée du racisme français en Europe, regardez ce qui se passe vraiment, j'ai honte un petit peu. Il y a une montée du racisme en France, en Europe. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ça m'effraie, quoi. Ça m'effraie. Et c'est pourquoi je pense que dans ces conditions, quelles que soient nos divergences d'un moment, il faut se solidariser contre ces phénomènes-là. Je vous remercie beaucoup. Elle est passée où Elle est partie. Elle est où? Ah, elle est là.